Bonjour, je suis Emmanuelle Bautreau, sophrologue, psychologue du travail et auteure. Mon entreprise, c'est facilitation.bzh. Aujourd'hui, dans ce podcast, je souhaiterais vous parler de l'hypersensibilité. Le fait de penser différemment, ou en fait, le fait d'avoir l'impression de penser différemment. J'ai souvent en fait pensé que j'étais transparente, que j'étais en fait en décalage. J'ai jamais osé penser que finalement je pouvais penser différemment. C'était toujours moi qui avais l'impression de ne pas être adaptée à mon environnement, d'être à côté de la plaque. J'avais éventuellement envie de dire quelque chose qui pourrait être percutant dans ma carte du monde, de mon point de vue. Et finalement, en fait, non. Je me taisais. Parce que je pensais que finalement, les pensées des autres, et puis leurs questions, et surtout le fait qu'ils sont mieux que moi, et qu'ils ont de meilleures idées, toutes ces questions faisaient que, en fait, je me taisais. Je me posais aussi la question de me dire comment ça va être reçu ce que je vais dire. En quoi suis-je légitime par rapport aux autres pour m'exprimer? Penser différemment, ou avoir l'impression de penser différemment, ça pourrait être aussi se poser 1000 questions et avoir envie d'en poser pour questionner le système, questionner le sens de ce que l'on fait. Peut-être vouloir essayer de comprendre la pertinence des décisions ou des positionnements de chacun. Peut-être des positionnements différents de chacun. Essayer vraiment de comprendre et de rentrer un petit peu plus dans leur carte du monde. Mais c'est aussi avoir une vision des détails. Des détails de la situation, mais aussi de l'ensemble. Dans l'ensemble de la situation et d'en percevoir les liens. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Il peut aussi y avoir d'autres situations que je n'ai pas citées. Je sais maintenant, et je suis OK avec ça, que je peux penser différemment, que je peux avoir un positionnement différent. Je choisis maintenant de parler ou de me taire, de ne pas intervenir dans certaines situations, mais je le fais en conscience. Par contre, dans mon environnement extérieur, dans mon interaction avec les autres, aujourd'hui je me questionne et je me dis que je ne suis pas seule. Si nous pensons différemment, ou si nous en avons l'impression, comment est-ce que nous nous sentons à l'intérieur dans ces situations? Comment est-ce que vous vous sentez? Si ce que je vous dis depuis le départ vous parle, vous touche. Comment le vivons-nous? Comment le vivez-vous dans votre rapport avec le monde extérieur, dans votre rapport avec les autres? Est-ce que c'est compliqué? Si nous en avons conscience, si nous nous sommes sentis déjà en décalage, mais que maintenant nous en avons conscience, qu'est-ce qui peut se passer de différent? Qu'est-ce qui se passe en fait quand nous sommes en bienveillance, déjà avec nous-mêmes et ensuite avec les autres? Juste peut-être le fait, pour moi, par rapport à mon métier, par rapport à la personne que je suis et que je suis devenue. Pour moi, en fait, c'est juste d'essayer des fois de ralentir, respirer, sentir que je suis bien présente dans mon corps, dans la situation dans laquelle je suis. Faire les choses en conscience,
que je sois à l'aise ou pas. Je voudrais aussi aller plus loin, parce que cette manière peut-être de penser différemment, cette impression d'avoir tout le temps la sensation d'être en décalage, peut-être qu'on peut le relier parfois à de l'hypersensibilité. Et être hypersensible, c'est être, comme on dit souvent, neuroatypique. C'est un terme que nous entendons souvent. Neuroatypique versus normopensant. Déjà, être atypique, qu'est-ce que c'est ? Être neuroatypique. C'est toute une population en fait d'enfants, d'ados, d'adultes qui présentent par exemple des troubles de l'apprentissage, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, de l'hypersensibilité, du haut potentiel, mais aussi les troubles du spectre de l'autisme, comme le syndrome d'Asperger. Je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. Et peut-être aussi d'autres, parmi tous ceux qui réussissent à faire illusion. Dans cette population, aujourd'hui, il y a une population que je voudrais un petit peu plus parler, ce sont les hypersensibles. Les hypersensibles, c'est 15 à 20% de la population. Ils ont à eux seuls un fonctionnement psycho-affectif et cognitif particulier. Un cerveau qui a un traitement plus profond de l'information, avec un sens du subtil et du détail en fait hors du commun. Les troubles 10, si on veut y revenir, et juste en préambule, sont des troubles cognitifs spécifiques, des troubles neurologiques persistants et durables, mais qui n'affectent en aucun lieu l'intelligence. Nous ne devenons pas 10, nous le sommes dès la naissance, c'est héréditaire et génétique. Alors vous avez tous les troubles 10, la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dysgraphie, la dyscalculie et la dysphasie. Il y a le trouble également déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble neurologique qui touche 5 à 7% de la population. Et puis vous avez les enfants, les adultes à haut potentiel, qui est un fonctionnement psycho-affectif et cognitif particulier et qui concerne uniquement 2% de la population. Tous ces neuroatypiques ont un trait en commun, c'est que souvent ils sont hypersensibles. Assez souvent. L'hypersensibilité s'exprime d'une manière différente pour chacun. L'hypersensibilité, c'est un fonctionnement émotionnel particulier qui touche 15 à 20% de la population. C'est en fait avoir une sensibilité plus forte que la moyenne à des stimuli, une sensibilité autant physiologique, biologique que psychologique. C'est en fait une amplification des phénomènes, mais aussi de leurs conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. L'hypersensibilité n'est pas un trouble, c'est juste une particularité. Particularité qui a été découverte par Helen Aron, docteur en psychologie, qui a mis en évidence en 1991 que les personnes hypersensibles ont des processus cérébraux qui se traduisent par une surexcitation dans des zones neuronales relatives aux émotions et à l'interaction, ce qui engendre en fait une plus grande empathie. Certaines zones en fait s'avèrent plus réactives aux réponses émotionnelles et aux interactions chez les personnes hypersensibles que celles qui ne le sont pas. L'hypersensibilité donc participe tout autant au développement des compétences de l'individu, de ses qualités. Mais
ce qui est modérément stimulant pour la plupart des gens peut devenir extrêmement stimulant et prendre aussi la forme d'un traumatisme. En fait, tout ça apporte une sensibilité accrue aux réactions physiologiques, mais aussi à tout exemple dysfonctionnel. Ça engendre aussi de la fatigabilité et le développement de l'hypervigilance. Il peut aussi y avoir de l'hyperesthésie, c'est-à-dire une réaction disproportionnée au stimulus sensoriel, mais aussi une hyperréactivité émotionnelle, avec des émotions exacerbées qui ont été mises en évidence grâce aux neurosciences. Il y a aussi un traitement profond de l'information, avec un sens du détail et du subtil, une utilisation plus profonde des zones de traitement de l'information. Il y a aussi l'empathie, l'intuition et la créativité. L'hypersensible possède de nombreuses qualités, des capacités d'observation, de réflexion, d'apprentissage et de concentration, une sensibilité artistique, mais aussi des capacités pour des tâches qui demandent vigilance, précision, rapidité. Ce rapport au monde a quand même un impact sur la qualité des relations que l'enfant entretient avec sa famille et à l'école, car ces réactions peuvent décontenancer et amener une grande incompréhension. À l'école, l'enfant perçoit sa différence et les autres lui renvoient une image négative de lui-même. Du fait de son hyperréactivité émotionnelle et de sa lucidité extrême, l'enfant hypersensible peut être plus anxieux que la moyenne. Et de ce fait, l'ado hypersensible peut ressentir l'interaction avec les autres comme une source de déception, de frustration, voire de souffrance et d'incompréhension. Il y a aussi un questionnement incessant vers l'extérieur, l'environnement, la relation aux autres, et aussi la relation à soi-même. Cette perception aiguë des choses, de l'environnement extérieur, de soi, peut déclencher une anxiété structurelle. Alors comment on peut aider son ado ou son enfant hypersensible, et en tant qu'adulte? Je dirais qu'il peut y avoir des solutions. Pour les parents, c'est essayer de se mettre à la place de son enfant hypersensible, de s'ouvrir à eux, s'ouvrir à son monde, l'écouter, l'observer. Pour les adultes hypersensibles, se mettre en recul, essayer de comprendre ses caractéristiques, ses besoins pour pouvoir ensuite les adapter et en prendre compte au quotidien. En fait, apprendre à s'observer. Donc, tout ça, c'est juste en fait être attentif à soi. Pas forcément que le bonheur soit le pendant nécessaire au malheur. On peut parler aussi de rumination mentale. Essayer de lâcher prise. C'est facile de dire ça. Les ruminations mentales rendent l'esprit bavard et être en proie à trop de réflexion, ça peut en fait détourner de ses ressentis. Donc, c'est vrai que la sophrologie, moi, m'aide beaucoup, comme je suis hypersensible au quotidien, à calmer en fait mon esprit. J'aurais tendance à dire aussi à me calmer tout court, à peut-être voir les choses d'une manière plus calme, plus posée. Nous avons chacun en fait ce qui nous plaît. Donc vraiment essayer d'aller vers des choses qui peuvent nous calmer, nous apaiser. C'est aussi apprendre à lâcher prise de temps en temps sur le flot continu des pensées. Quels sont les moyens pour s'aider en fait par rapport à tout ça? Donc déjà c'est d'éviter les endroits où il y a les foules. Où il y a de la foule en fait. La fête, les rues, les cours d'école, les centres commerciaux. C'est possible d'aller
mais doser. Voilà, juste essayer de faire un bon dosage. Parce que si ces situations durent trop longtemps, il peut y avoir des compensations. Donc ça peut être bien en fait de temps à autre de se retirer, de se couper un peu du monde extérieur et pourquoi pas avec des écouteurs pour certaines personnes. Avoir aussi du temps pour passer à l'action. Les personnes hypersensibles reçoivent beaucoup d'informations qu'ils traitent rapidement mais en profondeur. Et elles ont besoin davantage de temps pour effectuer des tâches ou même peut-être, j'aurais tendance à dire des fois, en ce qui me concerne, pour prendre des décisions. J'aime bien avoir cette notion de temps, cette notion de temporalité pour moi. Hélène Van Hoff a mené une étude qui disait que si on laissait du temps aux hypersensibles, ils commettent beaucoup moins d'erreurs. Parce que les personnes hypersensibles ont déjà besoin d'avoir un temps d'observation avant de passer à l'action. Pour ma part, j'ai intégré en fait cette notion de temporalité. Et je l'intègre aussi dans mes réponses comme une espèce de stratégie, en disant je ne sais pas, en disant j'ai besoin de réfléchir. Et du fait de ce positionnement, je me sens beaucoup plus à l'aise et je peux tranquillement prendre le temps de réfléchir. Une autre solution, un autre moyen pour s'aider soi, c'est de prendre soin de soi. Comme les hypersensibles sont extrêmement tournés vers les autres, ils ne prennent pas en fait souvent soin d'eux. Donc ça pourrait être en fait essayer de recharger les batteries, d'avoir aussi également une vie structurée avec des routines claires pour créer de l'ordre, essayer un peu d'anticiper. C'est aussi apprendre à gérer ses émotions. Parce que les enfants hypersensibles peuvent passer par des états émotionnels forts en raison d'un excès de stimuli. Et parce que leur système de gestion du stress fonctionne différemment. Donc, essayez en fait de souffler. Comme les personnes hypersensibles sont sensibles aux humeurs, aux atmosphères, comme ils sont dans l'empathie. Voilà, c'est vraiment essayer de trouver des temps pour souffler, pour un petit peu recharger ses batteries, mais aussi faire descendre en fait toute l'émotion. Une autre solution, c'est considérer son hypersensibilité comme une richesse. Les personnes qui considèrent leur hypersensibilité comme un talent vont certainement plus s'épanouir. Et puis, il y a des avantages à traiter des informations en profondeur. On fait des associations plus facilement. Nous avons le sens du détail. Les personnes hypersensibles sont créatives, empathiques. Elles apprécient les choses. De manière beaucoup plus profonde, plus intense. Pour les enfants hypersensibles, pour leurs parents, c'est important de prendre conscience de l'impact de leurs paroles. Les enfants hypersensibles font des remarques parfois qui ne sont pas leur âge, ou posent des questions profondes. Il faut en tenir compte lors des conversations, mais aussi faire attention aux atmosphères, les sons forts, la lumière vive, mais aussi les critiques, les remarques qu'on peut leur faire. Ils peuvent avoir tendance à tout ramener à eux. Alors pour les parents d'enfants hypersensibles, c'est essayer d'être parcimonieux avec les remarques, ou peut-être essayer de les exprimer sans colère. Chez les hypersensibles, la gestion des émotions est un point essentiel. Donc j'espère que ce podcast a pu vous aider dans la compréhension de ce que c'est d'être neuroatypique,
ce que c'est de penser différemment, mais surtout de ce que c'est d'être hypersensible. Il existe en fait de nombreuses solutions. Et voilà, nous pouvons en discuter ensemble. Merci de votre attention. Je serai ravie de vous retrouver pour un autre épisode. Au revoir.